Vous êtes e-commerçant, vos produits se vendent et vous savez que pour scaler, vous avez besoin de plus de créa. Vous notez des idées partout, certaines se perdent, vous briefez plusieurs prestataires pour les réaliser et les délais de livraison explosent. La moitié des rushs que vous recevez ne sont pas exploitables et finalement vous ne savez jamais quand sortira votre prochaine pub. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment organiser la production de vos créas pour réussir à en créer des dizaines, voire des centaines chaque mois. Moi, c'est Émilie Pelletier, je suis créative stratégiste. Et cette année, j'ai dû transformer une production créative chaotique en une usine de créa capable de produire des centaines d'ads par mois qui maintiennent un bon ROAS et ce, sur des budgets atteignant 60 000 € de spend par mois. Et pour faire ça, j'ai dû comprendre, faire et exécuter tout le processus créatif de A à Z pendant 11 mois. Aujourd'hui, la plupart des process créatifs ressemblent un peu à ça. On va avoir des idées à droite à gauche qui traînent peut-être dans les notes sur notre ordinateur, dans des documents sur Google Doc, qui traînent sur des post-it en bout de table, dans des cahiers, voilà, des feuilles volantes globalement. On va avoir plein de rushs qui vont pareil être séparés entre peut-être Google Drive, Dropbox, des rushs sur notre ordinateur. En tout cas, on a ça. On a plein de livraisons qui viennent de différents tournages, de différents créateurs, de différents partenaires qui ont réalisé ces rushs. Et puis, on va avoir aussi des scripts, pareil, soit en ligne, soit sur son ordinateur en propre, et storyboard. Voilà, storyboard qu'on a pu faire pour faire ces fameux rushs. Globalement, on a ça traîne un peu partout, c'est pas dans un seul système unique, c'est vraiment en bazar, si on peut dire. Et vous allez avoir différents intervenants en fonction de combien vous dépensez, combien de créa vous allez faire, vous allez avoir plus ou moins de monde qui va vous accompagner tout au long de ce process créatif. Disons que là, j'ai mis vous, en tant que marque, vous allez peut-être avoir un ou deux créateurs qui va vous réaliser des rushs, une agence qui peut vous aider de différentes façons, soit sur le media buying, soit sur la création des pubs, que ce soit en faisant elle-même les tournages. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une agence de photos, de vidéos qui vous a fait des rushs. Voilà, elle peut vous aider de plein de façons différentes, cette agence, ça dépend à nouveau. Et on a peut-être un monteur que vous avez, voilà, un freelance monteur, un freelance graphiste, peut-être qui vous aide avec ce que vous obtenez. Donc globalement, voilà, je me suis dit qu'on allait avoir vous et globalement 4 intervenants, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater avec les marques avec lesquelles je travaille. Donc on a tous ces intervenants, là en noir, les flèches noires pleines, c'est la production. Qui produit quoi? Donc vous produisez des idées, vous produisez des scripts, vous produisez des storyboards, vous produisez des analyses. Vous avez des créateurs qui produisent des rushs en s'inspirant de vos storyboards, de vos scripts. Vous avez une agence qui produit des idées, qui produit des rushs, produit des storyboards, qui produit les créas finales. Pareil pour le monteur, qui va s'inspirer des scripts, qui va prendre les rushs, qui va prendre les créas vidéo. Donc voilà, c'est un plein de monde, petite fourmilière, pas très organisée pour le coup, qui intervient pour créer vos pubs. Dans ce que j'ai montré, globalement, on a au final 3 créas vidéo, 2 créas statiques. Tout ça, et globalement, je pense qu'on aurait même encore plus de rushs que ça. Mais voilà, on a tous ces petits points pour au final avoir 5 créas au total. Et donc là, forcément, si on a un process artisanal, ça va être très difficile de scaler la production. Parce que si on demande 10 fois ça, donc disons qu'on passe de 5 à 50 créas, vous imaginez ce que ça donne si je le multiplie. Bon, maintenant que le constat est fait, il faut trouver une solution. C'est bien de faire un constat, maintenant on peut pas rester comme ça. Quand je me suis retrouvée face à cette situation, je n'ai pas vraiment trouvé de façon d'organiser une production à l'échelle. Alors je me suis tournée finalement vers des livres, vers de grands hommes qui ont vécu avant nous et qui ont fait de grandes choses, et je suis tombée sur Henry Ford. Ce qu'Henry Ford a réussi à faire, c'est trouver un moyen pour produire plus de voitures et permettre à ses employés d'être mieux payés. L'objectif de l'industrialisation, c'était de faire en sorte que plus de monde bénéficie de la technologie et ici de la voiture. Un de ces constats, c'était que finalement, une voiture, c'est toujours la même. Bon, peut-être qu'il va y avoir les couleurs qui changent, quelques options. Enfin, à cette époque, il ne devait pas en avoir beaucoup. Si vous aviez la ceinture, c'était déjà pas mal. Mais voilà, en tout cas, il y avait toujours un début et une fin. Et il a réfléchi la production de sa voiture en séquence pour faire en sorte que quand la voiture démarre, elle commence toujours en ce point et elle finit toujours en ce point. Et que à aucun moment dans la chaîne de production, les employés se demandent « bon bah, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Il y a une ligne qui fonctionne en séquence, avec des étapes fixes, avec des règles établies, avec des checkpoints, et à un endroit unique finalement où l'ensemble du processus va être fait. Et une des règles vraiment que j'ai notées et qui est hyper importante pour la suite, c'est que la voiture ne peut que aller vers l'avant, elle ne peut pas revenir en arrière. Suite à ça, je me suis dit qu'il allait falloir vraiment que je me penche sur l'industrialisation
de la production créative. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pense pas vraiment au premier abord parce qu'on pense toujours la créativité comme l'unicité. Et globalement, voilà, quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit, ok, il faut que je trouve un moyen d'appliquer ça pour industrialiser ma production de créative, sinon je vais être bloquée. La première étape, ça a été de poser une pipeline plus claire, plus macro en tout cas, de ce process créatif. Et je me suis donc retrouvée avec une idée qui donne lieu à un script, qui donne lieu à un storyboard, qui donne lieu à des rushs, qui donne lieu à un montage, une analyse et des itérations. Et après ça, on recommence le cycle. Une fois ma vue macro de mon process posée, je savais qu'on pouvait passer directement à la gestion de projet et à l'organisation de notre ligne de production. Globalement, ma gestion de projet, elle est comme ça. Donc ma ligne de production, vous avez compris, elle va de l'idée à l'analyse. Toutes les idées sont ici et les idées qui sont sélectionnées démarrent ce que je vais appeler un cycle créatif. Ce cycle créatif comprend la créa. Et dans cette créa, c'est cette créa qui va avancer tout au long de notre ligne de production. Et à chaque fois qu'elle avance dans notre ligne de production, hop, eh bien en fait, on va remplir notre créa avec son script. Hop, et là ensuite elle passe à Rush, et du coup dans Rush, quand elle arrive à Rush, on va mettre les storyboards, etc. quand elle avance. Quand je dis qu'elle va remplir notre créa, c'est parce qu'en fait je vais utiliser un outil de gestion de projet. Il y en a plein sur le marché. Vous pouvez avoir SmartSuite, vous pouvez avoir Monday, vous pouvez avoir Asana, vous pouvez avoir ClickUp, vous pouvez avoir Airtable, vous pouvez avoir Trello. Il y en a plein. Et tous ces outils de gestion de projet, ce qu'ils nous permettent de faire, c'est d'avoir une espèce d'entité globale dans laquelle vous pouvez stocker à la fois des liens, vous pouvez stocker des vidéos, des photos, des fichiers. Et globalement, ça permet d'avoir tout au même endroit. Et à chaque fois que votre créa, elle avance, elle a l'ensemble des précédentes étapes qui sont au même endroit. Donc peu importe qui vous êtes ou ce que vous cherchez, vous savez que vous allez dans cette créa-là et vous allez retrouver l'ensemble des choses qui ont été faites. Bon, ça, c'est la première idée. Donc là, non seulement ça vous permet de faire avancer votre créa dans toute la ligne de production sans perdre les fichiers globalement à droite à gauche, mais en plus, en un clin d'œil, vous arrivez à voir où sont chacune de vos créas. Vous pouvez voir si vous avez un bottleneck, si vous êtes coincé à un endroit depuis plusieurs jours. Vous voyez exactement où sont les problèmes. Donc avec tout ça, on a bien réussi à définir notre ligne de production. Mais il y avait une règle, si vous vous souvenez, qui est très importante pour Henry Ford, c'est que les voitures ne peuvent pas revenir en arrière. Et pour appliquer cette règle, il nous faut des règles de passage unique. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on définisse des règles dans notre checkpoint qui vont faire en sorte que quand c'est validé, on ne peut pas revenir en arrière. Globalement, votre idée, vous devez définir des critères qui les font passer à la suite et une fois que ces critères sont validés au cocher, on ne peut pas revenir en arrière. Ça aide pour plein de choses. Ça aide que vous arrêtez de procrastiner et attendre de faire quelque chose de parfait. Ça évite que vous reveniez back and forth entre les étapes ou quand vous êtes au montage, en fait, vous retouchez un script qui, en fait, va vous demander de retoucher une voix off ou qui va vous demander de refaire un tournage. Non, une fois que c'est validé, on ne revient pas en arrière et on fait avec ce qui a été validé. C'est à vous de définir les critères qui font que c'est validé ou invalidé. N'empêche, ça ne reviendra en aucun cas en arrière. Mais aussi, on sait que ça ne revient pas en arrière, mais on sait aussi que on ne fait pas de tournage sans storyboard. On ne fait pas un storyboard sans script. Et ça permet de garder finalement les règles et la qualité que vous fixez pour votre travail. Parce que il est facile, quand on essaye d'augmenter le volume, de skipper des parties pour aller plus vite. Et c'est vraiment compréhensible, mais c'est ça qui nous fait descendre en qualité. Enfin, un troisième point, vous avez vu, j'ai mis toutes les idées ici. Et je pense que c'est très important que vous utilisez votre outil de gestion de projet comme une source of truth pour vos idées. C'est-à-dire que toutes vos idées, même si vous les prenez sur un post-it, sur un calepin, vous les trouvez sur Internet, vous devez faire en sorte de créer une routine qui fait que, à la fin, toutes vos idées arrivent au même endroit. Ça vous permet de pas perdre les choses, de pas perdre vos idées. Le troisième point, finalement, on en a parlé tout du long, mais c'est vraiment d'utiliser votre outil de gestion de projet comme un centre unique. C'est fini les fichiers WhatsApp, c'est fini les fichiers qui se perdent, les messages qui sont éparpillés, les notes qui traînent à droite à gauche. Votre outil de gestion de projet vous permet d'avoir tous les documents en un seul point. Alors, forcément, en fonction de l'outil que vous allez utiliser, des abonnements que vous pouvez prendre et de l'organisation que vous avez déjà, ce n'est pas forcément pratique pour vous d'avoir tout au même endroit. Quand je dis tout,
tout, ça veut dire peut-être que vous préférez quand même avoir vos scripts sur un Google Doc, et c'est OK. Mais votre outil de gestion de projet, ça vous permet au moins d'avoir le lien de redirection vers ce fichier. Pareil pour vos rushs. Mais au moins, ça permet que rien ne soit perdu et que tout soit dans cette espèce de hub qui vous redirige vers les différents fichiers dont les gens et les différentes parties peuvent avoir besoin pour réaliser le travail. Enfin, un dernier point que je trouve très très intéressant avec cet outil de gestion de projet, c'est que vous pouvez définir des accès en fonction des documents que vous souhaitez partager avec tel ou tel intervenant. Donc, disons que si vous travaillez avec une agence, vous êtes OK qu'elle ait accès à tout ou presque, mais peut-être si vous avez un créateur, vous souhaitez pas qu'il ait accès à l'analyse, à toutes les idées, etc. Vous souhaitez qu'il ait accès peut-être que au storyboard et au rush qu'il a fait. Même pas aux rushs des autres créateurs, mais que à ses rushs à lui. Et les outils de gestion de projet permettent en général de bloquer les accès de certaines des parties pour que chacun ait une vue unique en fonction de ses besoins. Déjà, ça le permet pour la protection de vos propres données, mais ça permet aussi de faire en sorte que les gens ne se perdent pas dans une montagne d'informations. Parce que plus il y a d'informations, plus c'est difficile de passer à l'action, donc il faut leur donner accès seulement à ce dont ils ont besoin pour faire la partie qui est importante. À partir du moment où j'ai vraiment pensé ma production comme une ligne en séquence, là ça a vraiment tout changé. Parce que c'était beaucoup plus simple de commencer le matin, parce que je savais qu'est-ce qu'il fallait débloquer en premier pour avancer, je savais combien d'ads sortaient chaque semaine, je savais où est-ce qu'on était bloqué, je savais sur quel ads itérer immédiatement. J'arrêtais de dépendre de l'inspiration ou de la chance parce qu'en fait, je faisais venir toutes mes idées au même endroit et au moment où on devait produire, on avait des idées. Et là, quand on a dû préparer Black Friday et qu'on a eu un énorme bottleneck au montage, eh bien, s'il y avait vraiment beaucoup trop d'assets par rapport à ce qu'on était en capacité de gérer, je pouvais le voir tout de suite parce qu'il y avait trop dans cette colonne. Et donc, j'aurais pu prendre les devants pour aller chercher de nouveaux monteurs pour compenser ce bottleneck. Et cette organisation, vous voyez, c'est pas de la créativité brute, mais c'est ça vraiment qui permet en fait de scaler une marque. Un autre point pendant que j'y pense, c'est que là, je vous ai fait une démo en vue micro, c'est-à-dire en vue créa. Mais en fonction du volume que vous avez, vous pensez probablement en batch et pas en créa. Mais ça ne change rien au process. Au lieu d'avoir une vue micro, vous créez une vue macro. Quand vous démarrez votre cycle créatif, vous créez en fait votre batch de créa. Et dans votre batch de créa, vous allez avoir vos différentes variantes qui sont imbriquées dedans. Et quand vous ouvrez les variantes, vous allez avoir l'ensemble des composés de ces variantes. Et dans le batch, vous voyez tout ce qui compose ce batch. Ça, c'est le point. Ensuite, l'autre point, c'est que vraiment, je vous invite fortement à commencer de manière simplifiée, mais vous allez voir que ça va très vite se complexifier. Moi, aujourd'hui, je pense que j'ai au moins 35 étapes dans le process parce que on a vraiment décortiqué l'ensemble du process créatif et on a connecté à d'autres lignes de production, mais on verra ça une autre fois, pour faire en sorte que ça soit hyper clair. Par exemple, en fait, vous allez vite commencer là, vous allez vous rendre compte que en fait, avant le montage, il faut que vous fassiez la voix off ou il faut que vous fassiez des overlays pour mettre sur vos créas avant que le monteur puisse le faire. Donc voilà, donc soit vous créez quelque chose entre les deux, voilà, à voir comment vous vous organisez. Mais voilà, globalement, ça va se complexifier plus vous cernez le process pour le faire. Voilà, à partir du moment où j'ai vraiment pensé ma production comme une ligne en séquence, eh bien, ça a vraiment tout changé. C'était beaucoup plus simple de produire beaucoup plus de volume, de savoir combien d'angles je sortais chaque semaine, de réussir à les prioriser. C'était beaucoup plus simple de voir où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on avait des bottlenecks, où est-ce qu'il fallait renforcer l'équipe. Voilà, par exemple, pour Black Friday, on a eu 75 créas à faire en 48 heures. Là, je savais jusqu'à quel volume on pouvait gérer. Et si je vois qu'il y a trop à faire par rapport à notre capacité de production, je sais que je peux renforcer l'équipe en allant chercher un monteur, deux autres monteurs pour le faire dans ce délai vraiment imparti. Et ça, je le sais parce que j'ai une vue vraiment très très claire de ma production. Donc voilà, globalement, vous voyez que cette organisation, c'est pas de la créativité brute, mais c'est vraiment ça qui nous a permis de produire beaucoup plus. Petit récap, si vous aussi, vous voulez finalement produire plus, je vous invite à appliquer le Fordisme. Donc, écrivez votre pipeline, votre ligne de production en 5-6 étapes maximum, une seule séquence, n'oubliez pas la règle, ça rentre à un endroit, ça sort à un autre,
et on ne peut pas revenir en arrière. Définissez vos règles de passage, des validations qui sont claires avant chaque étape, et une fois que c'est passé, on ne revient pas en arrière. Donc soyez sûr que votre checklist garantit vos règles de succès. Ensuite, prenez et faites tout ça dans un outil de gestion de projet qui va vraiment être votre source of truth pour le faire. N'utilisez pas 4 outils, choisissez-en un seul, et c'est ça qui vous permettra de débloquer la majorité de vos problèmes et vous permettre de structurer votre production et faire plus de contenu. Vous n'avez pas besoin de génie créatif pour scaler, vous avez besoin d'un système. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment générer des idées en continu, comment les trier et les prioriser, comment structurer des storyboards pour obtenir plus de 90% de rushs exploitables, ou encore organiser vos fichiers de montage, vos rushs, et comment itérer efficacement et facilement sur des créas à fort potentiel. Alors maintenant que vous savez exactement quel système mettre en place pour scaler, je vous dis à bientôt dans la Creative Factory.